Merci de votre fidélité. Bienvenue. Nous sommes mercredi 8 septembre. Madame, Messieurs, toutes nos excuses pour ces légers finalement, un grand retard avec lequel nous commençons ce magazine. 15 minutes, nous allons pouvoir récupérer. Merci à la réalisation de pouvoir nous faire, de pouvoir donner ces bénéfices. L'actualité ce matin, c'est ces montants. Vous devez les retenir. 600 millions et non 900. Comme annoncé au début, 600 millions de dollars, en tout cas c'est le montant global en vue de l'enrôlement des électeurs et l'identification pour l'ensemble des Congolais. Christian Mwando Simba, ministre d'État, ministre au plan, a présenté hier ce projet au Premier ministre Samalou Kondé, Christian Mwando, qui conduisait la délégation d'experts, primature, ministère du plan, CENI, tout comme toutes les structures ONIP pour pouvoir aboutir. Et ces opérations ne seront pas menées de manière séparée, comme pour dire l'enrôlement des électeurs prendra fin à la fin de l'année prochaine. Il risque d'être lancé même au début. Je crois bien au début, à la fin de cette année. Et l'ensemble de ces opérations va pouvoir coûter soit un demi-milliard. On parle de 601 millions. Véritablement, la voie est ouverte pour un processus électoral dans le délai. Il ne suffit pas de pouvoir annoncer les chiffres. Il ne suffit pas de pouvoir calmer l'attention pour dire nous aurons l'enrôlement et l'identification avant la fin du délai du mandat du président de la République. Une autre question se pose ce matin, c'est d'avoir la volonté politique de pouvoir disponibiliser cette enveloppe. Est-ce que le Congo est aujourd'hui à même de pouvoir disponibiliser 600 millions de dollars américains pour ces opérations? C'est la question que nous nous posons ce matin. Est-ce qu'il faudrait aller taper la porte au niveau des partenaires? C'est la deuxième question. Les partenaires ne veulent pas d'un glissement, tout comme Fayoulou et l'ensemble des peuples congolais tiennent à ces élections dans les délais constitutionnels. D'ailleurs, c'est le vœu du président de la République. Remise et reprise annoncée pour aujourd'hui, mercredi, au niveau du Congo central. Il a été exclu, mis de côté pour la gestion du Congo central. Atou Matubwana va pouvoir passer les bâtons à son vice qui s'est vu confier l'intérim à la tête de cette province en attendant la convocation de scrutin, le corps électoral qui est constitué de députés provinciaux. On en parle tout à l'heure. Retenez aussi cette chanson. Akozonga, Moueje Akozonga, Naibonga Naye. Ça c'est Fils Moukoko qui chantait. Ce n'est pas Mouej comme il a chanté, c'est Mouyej Manguez Mans. Il est annoncé aujourd'hui, il est annoncé aussi dans les là-bas, pas aujourd'hui, mais peut-être au courant de la semaine prochaine. Il y a des crispations en son cas, parce que les VPM à l'intérieur a demandé à ce que Mouyej puisse retourner dans sa province comme gouverneur. Ils ont été exclus, une décision administrative définitivement de l'école, ces élèves des 3e et des 4e à la base de ces vidéos pornographiques. Mais le ministre Tony Mwaba ne veut pas rester sur la simple décision administrative. Il veut aller loin pour que ces élèves ne puissent plus étudier définitivement sur l'ensemble du territoire national. Alors c'est un débat au regard des dispositions de la Constitution. On évoque l'article 43 ou 41 de la Constitution qui parle de l'éducation pour tous. Est-ce que Tony Mwaba, comme enseignant de droit, il est du bon côté du droit? Question ce matin. On en parle avec Mike Gardidiana. Il est avec nous sur ce plateau de kiosque. Bonjour. Bonjour Serge Kavungu. Bienvenue à vous. Merci. On va aller loin, on va aller rapidement, mais pas dans la précipitation. Jamais la précipitation. Caribou kiosque. Deuxième invité, Dou Jésus Bélédou, qui est sur ce plateau. Dou Jésus est des libertés Atu. Dou Jésus Bélédou, bonjour. Bonjour Serge Kavungu, merci de l'invitation. Bienvenue à vous. Merci. Allez, le débat est relancé avec les Congo central. Remise et reprise, sans surprise. On espère que, sauf changement des dernières minutes, Atou Matubwana va passer les bâtons de commandement à son vice qui, aujourd'hui, a été notifié par ces télégrammes du vice-premier ministre pour assumer l'intérim à la tête de cette province. Oui, j'ai rencontré les mots d'un député national élu de Tchéla, Foigny César, à l'issue d'une audience avec le patron de la territoriale. Il a dit, fini l'imbroglio dans cette province, le désordre appartient au passé,
cap vers le développement de cette province. Et donc, comme pour dire, la province finalement a retrouvé la légalité. Certains ont très mal interprété la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo-Okito, alors qu'en réalité, Daniel Asselo s'est appuyé sur une décision de l'Assemblée provinciale du Congo central depuis décembre 2019, destituant le gouverneur Atumatu Bwana. Il y a eu une interprétation de la Cour constitutionnelle, une décision donc, que dis-je, de la Cour constitutionnelle, qui confirme la décision prise par l'Assemblée provinciale, et donc le VPM n'a fait qu'appuyer, s'est appuyé sur ces décisions pour justement demander à ce que le vice Justin Lemba assume l'intérim de cette province. Et donc la remise et reprise va se passer. Ce que j'ai aimé, c'est la sportivité. Ce n'est même pas une sportivité, c'est la loi s'impose. C'est soumis à la loi finalement à Atumatu Bwana et ses partisans qui ont tenté de s'agiter inutilement. Et donc aujourd'hui il y aura bel et bien une remise et reprise dans le Congo central. Le plus important aujourd'hui, Serge Kabongo, c'est que nos provinces jadis qui étaient gangrénées par des conflits de foi inutiles, il y a eu des confusions de plusieurs provinces parce que, semble-t-il, ça nourrissait certains politiques. Aujourd'hui, le VPM intérieur étant légaliste. Il ne veut plus de cette politique de opération retour. Voilà, opération retour, ce sont des choses, malheureusement, des pratiques qui ont fait à ce que beaucoup de provinces soient rétrogradées sur le plan économique, sur le plan politique, infrastructure, voilà. Développement. Il a étudié le dossier à l'issue de ses études. 14 provinces, Serge Kabongo, imaginez-vous, 14 provinces de la République démocratique du Congo étaient concernées par la problématique de la tenue des élections. Il y a notamment le Kasaï central qui est orphelin d'un gouverneur, parce que celui qui faisait l'intérim est décédé, il fallait organiser des élections. Il y a le Kasaï oriental où était le Maweja, il faut organiser des élections là-bas. Il y a le Maniema, il y a le Bazouélé chez moi là-bas. Et donc, on part palier par palier. Vous avez tout à l'heure là évoqué la problématique du loi là-bas. Je suivis aussi les VPM sur les zones de la radio Okapi. Clairement, il a dit, il n'existe aucune décision de l'Assemblée provinciale destituant de loi là-bas, destituant Mouyej Mangaj-Mans. Mais il a été rappelé par l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Kankonde à Kinshasa, et puis plus rien. Et donc, on se pose la question, Fifi Masuka joue-t-elle l'intérim de gouverneur AI? Est-ce qu'elle a été notifiée? Est-ce que Mouyej a été déchu par l'Assemblée? Lorsque vous grattez toutes ces questions, vous voyez que sur le plan de droit, il n'y a aucune décision destituant. Moi, j'ai suivi parce que nous avons ce qu'on appelle mémoire d'éléphant. Nous sommes des historiens diplômés. J'ai suivi le président de la République lors de son dernier séjour au là-bas. Il a dit Nzambe Apambola Bino, il a dit en lingala, Apambola Pe Mama gouverneur. Oui, mais lorsqu'on est vice-gouverneur, on est gouverneur. Non, il y a gouverneur, il y a vice-gouverneur. Non, ne faites pas de l'amalgame. Maman gouverneur, allusion faite, vice-gouverneur. Il ne faudrait pas faire ça. Ce n'est pas une interprétation. Lorsqu'on les choses de l'État vous dire seulement maman vice-gouverneur. Et justement, si il ne faudrait pas dire ici que l'État a pris une mesure ou une ordonnance nommant Fifi Masuka comme vice-gouverneur de la province. Ça, c'est une confusion que les gens ont voulu entretenir, justement. Les gens voulaient entretenir une confusion dans ce sens-là. Et donc, aujourd'hui, le plus important, c'est que les provinces de la RDC vont être mises sur le rail du développement, sur la voie de la légalité. Parce que c'est du développement des provinces sur la voie de la légalité. Il en va du développement des provinces. Merci beaucoup. Mais Gardi, encore une fois, bienvenue. Hein. Merci, mais je trouve que c'est trop facile. Ça, c'est mon point de vue. On est dans une sorte de conseil de rédaction, nous débattons, même si je n'ai pas les droits les mêmes temps d'antenne que vous. Je trouve que c'est trop facile pour les VPN et le gouvernement dans son ensemble de nous dire Monsieur Atou, vous dégagez et qu'on doit organiser les élections. On devait quand même commencer par nous dire qu'est-ce qui a fait que pendant 2 ans, quelqu'un qui a été déçu puisse rester, engager la province, signer des contrats, passer des contrats avec des tiers qui engagent la République, recevoir le président de la République. Le gouvernement central a lui-même des moyens pour le développement et on doit quand même nous fournir des explications. C'est trop facile que de dire bon, tu dois partir et l'autre doit assumer l'intérim. Je comprends votre sentiment, Serge Kabongo. Cependant, il est vrai que
le ministère de l'Intérieur est cette jonction entre le pouvoir central et les pouvoirs provinciaux. J'allais dire dans les cas du Congo central provincial, mais provinciaux dans le sens général. Oui. La question est très pertinente, mais malheureusement, on ne saura pas y répondre dès sitôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une frontière entre les différentes décisions prises par les autres institutions et l'engagement politique qu'il faut y mettre. Mais 2 ans quand même, c'est excessif. Oui, vous voulez que je vous donne la réponse directement. Je crois qu'il y a eu une forme de protectionnisme de la part de Gilbert Kankonde et de certains gouverneurs. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Et le bonheur, c'est qu'aujourd'hui, après plusieurs temps, parce que imaginez, Daniel Asselo arrive. Est-ce que devrait-il vite commencer par remettre en question certaines décisions dont il ne maîtrisait pas le soubassement, parce qu'il ne faudra pas oublier que... Il fallait s'enquérir de la situation, oui. Il fallait commencer par avoir nécessairement les différentes informations et les méandres du pourquoi. Parce qu'il ne faudra pas oublier qu'il joue le rôle d'arbitre entre les assemblées provinciales, mais aussi les différents gouvernorats. Donc dans ces 2 contextes-là, quand vous avez 2 sons de cloche, il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de temps. Il faut d'abord s'enquérir des dossiers. S'enquérir des dossiers et voir dans les 2 cas qui a raison, qui a tort. Parce qu'il ne faudra pas oublier que le fait précède le droit. Si le vice-premier ministre se rend compte que dans la décision conduisant à la déchéance du gouverneur, le dossier est vide et qu'il n'y a pas assez d'éléments suffisants pour pouvoir permettre à ce que ce dernier tombe, c'est vrai que c'est une institution qui a le droit de pouvoir agir dans ces sens-là. C'est le gouvernement qui a le droit de veto en termes d'élection du gouverneur. Mais cependant, la décision politique a aussi pour rôle de pouvoir corriger et maintenir l'équilibre au niveau des institutions. Donc, je crois qu'à ce stade ici, on est plutôt dans une sorte de super chérie où Gilbert Kankonde est protégé. Est-ce que l'opération retour, comme vous venez de le dire, je ne saurais pas le déterminer ici, mais tout le monde pouvait le voir. À tout en disgrâce? Pas forcément en disgrâce, mais peut-être qu'il n'a pas réussi à mettre assez l'eau dans sa poche. Mais il y a une autre question, une dernière peut-être, je ne sais pas qui prend la main. Vous savez, quelle est l'assemblée qui, à son temps, avait destitué Atou? C'est l'assemblée autrefois pilotée par le président, comment il s'appelle, Nekongo. Le docteur Matussila. Ok. Celui de Jean-Claude Vemba. Matussila. Alors, si la Cour constitutionnelle reconnaît cette décision, avalisée aussi par le ministère de l'Intérieur, c'est que c'est le bureau de Matussila qui reste encore crédible. Parce qu'après l'avènement de Atou, en contestation de la décision de la Cour, il y a eu des actions qui ont été fourmentées pour faire partir le président de l'Assemblée provinciale et demander l'avènement de celui qui est là comme Jean-Claude Vemba. Je comprends la question. Il y a des implications. Oui, vous parlez des implications, mais malheureusement, la déchéance et l'engagement de la plénière et non du bureau. C'est la plénière qui prend en grande majorité la décision de destituer un gouverneur. Oui. C'est une question qui est soumise à la plénière et la plénière est souveraine. Ça n'a rien à voir avec le bureau. Tant que la décision a été prise formellement, les mêmes députés ont vu le vice-premier ministre pour maintenir cette décision, pour se plaindre, pour expliquer ce problème-là. Je ne pense pas qu'ici on pourra mettre sur le compte d'un bureau la déchéance d'un gouverneur. Donc on ne remet pas en question l'élection de Jean-Claude Vemba. Non, on ne remet pas en question l'élection de Jean-Claude Vemba parce que la décision est une décision de la plénière et la plénière est souveraine. Très bien. Donc à ce stade-là, je voulais juste chuter pour dire, maintenant, moi j'ai un bémol au niveau de la décision des députés. L'élection d'un gouverneur au niveau de la province est généralement un ticket. Nous connaissons tous que, et son vice qui prend l'intérim aujourd'hui, je comprends que Daniel Asselo ne peut rien faire parce qu'en termes de hiérarchie, quand le gouverneur est destitué, c'est le vice-gouverneur qui doit prendre. Mais en termes de crédibilité, quand on sait que les deux ont été dans le problème, après ils se sont réconciliés, mais non, finalement... c'est les tickets qui tombent en réalité. En fin de compte, les deux ont fini par renouer leur relation et ont co-géré ensemble. S'il y a un problème de gestion, je pense qu'à mon avis aujourd'hui, il faudra qu'on intègre cette zone-là. Le problème, il faut éviter de mettre c'est-à-dire le bête cochon sur une seule personne. Je crois que c'est un ticket. Ils ont été élus en ces termes-là. Il faut maintenant qu'on apprenne généralement à pouvoir comprendre que quand il s'agit des questions de gestion, il faut éviter les triomphalismes et la question des déplois des mesures. Le problème n'est pas au niveau du VPM, mais au niveau des députés. Je crois que la meilleure des choses serait de pouvoir mettre sous examen ces deux gestionnaires parce qu'ils partagent la gestion, ils géraient ensemble. S'il y a mes gestions, je crois que les deux partageraient le bilan. Ah, là, c'est au niveau pénal. Ça, c'est au niveau pénal peut-être. J'espère que M. Luamba ne prendra pas sa revanche sur Atou Matoubouna. Vous n'avez pas abordé la question des billets. J'ai aimé
un questionnement de Jésus. Est-ce que la dame là avait posé des actes comme gouverneur? Est-ce qu'elle avait l'intérim lui a été confié, vrai ou faux? Non, je crois que l'intérim était, comment on dit, c'est vrai que les attributions sont, les compétences sont d'attribution, oui. Mais de manière automatique, dès lors que par voie de fait. Par les voies de fait, exactement. Le fait que le gouverneur soit absent en dehors, c'est lui qui engage la province. Je ne pense pas que de manière réglementaire, de manière statutaire, il lui a été conféré le rôle de gouverneur AI. Je ne pense pas. Il n'y a pas un document. C'est faisant. Et malheureusement, je crois que on est dans ces dynamiques-là où cette politique-là des Gilbert Anconde des surprotégés de pouvoir répondre un peu aux ambitions des uns des autres en torpillant les textes de la République, aujourd'hui, finalement, on ne trouve plus. Comment vous voyez la cohabitation entre la dame là, croyez-moi, ça va péter. Ça va. J'ai pas envie de dire, j'emprunte pas vos mots, ça va péter, mais je crois que ça sera un tandem qui va fonctionner parce que Fifi Masuka a clairement montré non seulement ses ambitions exagérées, mais aussi sa mauvaise foi envie de ces derniers. On est dans un champ politique. Je crois qu'à la longue, il faut trouver un moyen comment régler ces différends. Oui, non, moi j'aimerais revenir un peu sur la question du Congo central. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Serge Kabongo, on a entendu des choses disant que Daniel Acelo marcherait sur les plates blondes de Kankonde, soudoyé par Atouma-Toubouana, etc. Mais aujourd'hui que la réalité, la légalité est établie au niveau du Congo central, on voit de groupes d'individus, notamment, opposer une décision de la Cour constitutionnelle à celle de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation. Et les juristes, malheureusement, c'est le monde à l'envers, qui se lancent dans ce débat. Et malheureusement, on veut induire Atouma-Toubouana en erreur jusqu'à faire de lui les juges de la Cour constitutionnelle pour interpréter la Cour. Il veut interpréter. C'est grave, voyez-vous. Donc, si nous sommes dans un pays sérieux, on devrait en principe arrêter avec certains débats, suivre la légalité. Ce qui s'est passé dans le Congo central, il faut le dire sans peur d'être contredit, c'était du désordre voulu et établi par certains individus que vous avez cités sur ce plateau. Et le VPM, lorsqu'il est arrivé, Daniel Acelo, il ne pouvait pas, par un bâton magique, l'homme de la légalité, par un bâton magique, essayer de changer les choses. Il fallait étudier les dossiers. Et lorsqu'il a étudié les dossiers, il a évoqué ici, il y a eu une décision de l'Assemblée provinciale du Congo central destituant les Atouma-Toubouana, et il s'est appuyé sur cette décision. L'intérim que fait Justin Luemba, rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps parce que c'est une information que je vais passer. Il expédie les affaires courantes. La Commission électorale nationale indépendante organise les élections. Elle a présenté un budget d'octobre. Au mois d'octobre ici, il y aura des élections dans le Congo central comme dans les 14 autres provinces. Et donc, cette question d'intérim à longue durée, à une année, à 2 ans de province, comme on l'a vu dans certains établissements publics aujourd'hui, ça ne va pas se poursuivre pendant longtemps. Quant à la question du loi là-bas, ils sont dans l'obligation de s'entendre, le gouverneur et les vice-gouverneurs. Ce n'est pas une affaire familiale. Ce n'est pas, merci Serge Kabongo de m'avoir emprunté le mot, ce n'est pas une affaire familiale, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est l'État. C'est l'État et c'est la province. Vous êtes des hommes d'État. Si le vice et son titulaire n'arrivent pas à se dépasser pour gérer la province, une province riche parmi les provinces les plus riches de la RDC, je crois qu'il y aura de la responsabilité des élus provinciaux de prendre des décisions pour les départager. Ok, merci beaucoup. Nous allons suivre la remise et reprise. Est-ce que vous voyez Dion Koussou retour au Bercail? C'est un ancien maison, comme on dit, de l'UDPS, Benelux. Vous avez vu des vidéos, il a embourré les Mouyéré, il rappelait de l'UDPS. Dion Koussou ferait l'affaire, Mbacha. On en parlera peut-être prochainement. Merci beaucoup. Heureusement que vous avez coupé court au débat. On en parlera prochainement. On va aller à la primature. Christian Mando, c'est 600 millions, contrairement à ce qui a été annoncé, et que ces opérations ne vont pas se faire séparément. C'est concomitamment. Vous avez l'identification et l'enrôlement des électeurs. 600 millions. Il faut saluer ce travail abattu par Christian Mando. Je crois que c'est la meilleure des choses parce que c'est l'élément qui vient trouver l'équilibre entre cette exigence impérieuse de pouvoir identifier la population et le besoin de pouvoir avoir un fichier électoral compact qui intègre tout le monde, parce qu'il ne faudra pas oublier. Le fichier électoral utilisé lors des élections de 2018 est un fichier ancien, les élections de 2011, je crois. Voilà. Donc,
nécessairement, aujourd'hui, il fallait qu'on trouve une voie de sortie. Et le bonheur, moi, le plus important, c'est pas dans les 600 millions. Je sais que la RDC a une capacité mobilisatrice de pouvoir faire ces 600 millions. La question qui me taraudait l'esprit, c'était la question du délai. Donc, dès lors qu'on a la garantie des experts que dans le délai, on peut l'avoir et avoir les élections, je pense que pour moi, c'est une solution magique, à mon humble avis. Mais maintenant, le grand problème, c'est que je crois que dans le travail de l'identification, il faudra qu'on nous explique la méthode choisie. Si on veut se reposer sur l'opération d'enrôlement, ça veut dire que l'identification sera incomplète. Or, la notion de l'identification veut qu'on enregistre tout le monde. La notion de l'enrôlement, c'est limite aux électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont atteint l'âge de la majorité. Or, le bonheur, c'est que dans ces fichiers-là, il y a deux besoins. Le besoin, c'est certes le besoin le plus pressant, c'est d'avoir un fichier électoral compact qui intègre tout le monde, mais le besoin le plus impérieux, c'est de pouvoir constituer un data de la société et aujourd'hui remettre les citoyens dans ce droit, parce qu'on est comme des étrangers. Une data qui sera mise à jour chaque année régulièrement avec l'accompagnement de services de l'état civil et autres. Donc je crois que c'est impérieux de pouvoir remettre les citoyens dans son devoir, parce qu'on vit sur notre propre sol, un peu comme des étrangers sans carte d'identité. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des documents qui peuvent faire valoir de pièces d'identité, le passeport pour ceux qui en ont et les cartes d'électeurs, mais je crois que c'est un besoin nécessaire qu'il faut corriger vite, parce qu'on est dans un contexte où l'État congolais fait face à beaucoup d'enjeux géostratégiques. Il est important de pouvoir identifier qui est vraiment congolais, parce que nous connaissons tous la léthargie qu'il y a dans la prise de carte d'électeur. Est-ce que c'est vraiment une priorité aujourd'hui? L'État peut vous dire, écoutez, 600 millions, moi je pense qu'avec 600 millions, on peut investir dans les infrastructures de base. Peut-être on n'en a pas, ou soit on en a, mais pas pour affecter à ces opérations. Nous-mêmes, nous pouvons mobiliser, ou bien il faut aller toquer chez les partenaires? Je crois l'avoir dit, la RDC a la capacité de mobiliser 600 millions. Je crois que ça, c'est pas un problème. En une année, on a la possibilité de pouvoir... Si on le fait passer, que c'est un problème de volonté politique. Non, bon, est-ce que question de problème de volonté politique, il faut également qu'il y ait une certaine marge dans ce qu'on établit comme nos prévisions budgétaires. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution d'ailleurs, les régies financières sont en dépassement des objectifs assignés. Ça veut dire qu'on a une bonne marge de manœuvre pour pouvoir se constituer un capital qui peut nous permettre de pouvoir aller dans cette politique-là. Mais au-delà de ça, puisqu'on connaît le délai dans le temps, il y a toujours plusieurs possibilités de pouvoir mobiliser, notamment avec les différents partenaires, mais en interne également, on a cette capacité-là. Donc le problème des moyens, je ne pense pas que ça soit vraiment un problème. Maintenant, la question c'est, est-ce que dans le niveau des experts, qu'on nous dise quelle est la méthodologie, parce que ces fichiers doivent servir à des objectifs. Et on vous dit qu'il ne faut même pas perdre les jours. Exactement. Il y a l'objectif primordial, ou encore le plus pressant, c'est les élections, mais derrière, il y a un besoin plus pertinent et plus objectif encore, c'est constituer un fichier de la citoyenneté et pouvoir permettre à l'État de pouvoir reprendre un peu la marge normale de sa société. D'où, ça va quand même dans tout le coin, hein, du côté de l'Assemblée, on pousse pour avoir les bureaux. Je crois que du côté de l'Union sacrée, il y a eu la réunion la semaine passée pour les partages de postes au sein du bureau et de la plénière, mais aussi du côté du gouvernement, c'est de la disponibilisation de moyens pour pouvoir lancer ces deux opérations. Tu l'as dit, Serge Kabongo, aujourd'hui il n'y a plus de prétexte pour ne pas avoir les élections. Ça calme un peu Fayoulou, hein? Oui, non, déjà moi je me disais, vous évoquez le cas Fayoulou ici, mais moi je vous dis, il y a d'autres politiciens au-delà des Fayoulou qui ne jurent que sur un glissement. Malheureusement, ils ne peuvent pas le dire ouvertement parce que s'ils le disent, ils vont être démasqués. Il faut même des prières pour ça. Voilà à quoi va servir le glissement. Le glissement va permettre aux gens comme Mouzito et Fayoulou de se faire une santé financière afin d'affronter Tshisekedi en 2023. En quoi ils vont trouver financièrement les moyens? Mais lorsqu'il y aura glissement, il y aura un dialogue, il y aura un consensus, on va intégrer toutes les parties prenantes à la co-gestion, si ça sera une année, mais si c'est ça sera 10 ans. S'il vous plaît, c'est ça là, le schéma. Le schéma, c'est d'avoir un statu quo, un glissement, où tout le monde va co-gérer, se faire une santé financière, afin d'affronter Tshisekedi en 2023. Il faut dire aujourd'hui que Tshisekedi, sur le plan financier, il en a assez pour remplir en 2023. Et celui qui fera face à lui doit se rendre compte, effectivement, se rassurer qu'il a assez de moyens pour mettre les députés, faire la campagne aussi. Mettre les députés nationaux comme provinciaux d'abord, parce qu'il ne suffit pas d'être président de la République, il faudrait aussi rafler une majorité, et puis il faut battre la campagne. Tous ces éléments entrent en compte. Mais aujourd'hui, on voit que toutes les agitations des part et d'autre, même du côté de l'Église, particulièrement du côté de la Senko, on voit que ce n'était que de prétexte. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que
lorsque vous suivez de près sur le plan mobilisation de recettes, il a dit aujourd'hui, les régies financières sont en dépassement des assignations. C'est-à-dire aujourd'hui, même au niveau de la mobilisation de l'argent, etc., avec la patrouille financière de l'IGF, le budget, juste au niveau de réserve d'échange, on a atteint près de 3 milliards de dollars. Ce sont des avancées significatives. Et là, on peut espérer de quelque chose. Lorsque nous voyons sur le plan technique, parce qu'il existe des organes techniques, notamment. C'est un travail technique qui a été fait. Oui. Je l'ai dit ici, vous vous souvenez, il y a, je crois, 2 mois ou 4 mois, sur ton plateau, j'ai dit, il y a une commission établie par le Premier ministre Samadou Kondé, le VPM a pris part à cette commission, l'ONIP notamment, les ministres du plan, etc., qui va annoncer dans un bref délai l'organisation du recensement, l'organisation de l'identification et aussi de l'enrôlement, avec un budget raisonnable. Aujourd'hui, on me donne raison, parce que le rapport qui vient d'être fait, d'abord, il y aura le respect du délai par rapport à la tenue des élections 2023. On vous dit, toutes les opérations, je comprends les inquiétudes de mon ami, il dit, il ne faudrait pas mettre la charrue devant les bœufs, il faudrait commencer par l'identification, parce que le plus important, ce n'est pas l'enrôlement, parce que l'enrôlement, on va se référer juste à ceux qui peuvent voter. C'est une question d'appréciation. Etc. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est que dans toutes les opérations, et sur le plan recensement, et sur le plan enrôlement et identification de la population, on est dans le délai. On est en mai 2023. En mai 2023 est prévu, selon le rapport publié, en mai 2023, ça sera la dernière opération qu'est l'identification de la population. Et donc, nous pouvons à la fois avoir un fichier électoral fiable, nous pouvons à la fois avoir une carte d'identité pour tout Congolais et finalement savoir quel est le nombre exact de Congolais et qui est Congolais et qui ne l'est pas, surtout avec les velléités de tout ce qu'on a dans l'Est du pays, etc. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est rassurant maintenant que les Congolais peuvent avoir leurs élections en 2023. S'agissant de la question de la CENI, puisqu'il en va de soi, lorsqu'on parle de 2023 élections, on parle également... Est-ce on aura peut-être une idée indicative de la volonté au travers le budget qui sera déposé le mois prochain? Forcément. En septembre. Si on aura vraiment ces 600 millions. Forcément, parce que c'est une session essentiellement budgétaire. On aura déjà les indications de... Exactement. Je crois que la session qui va s'ouvrir sera une session déterminante, surtout s'agissant des chiffres, d'autant plus qu'elle est essentiellement budgétaire, on l'a dit ici. On va avoir les cœurs nets au niveau des... Si réellement il y a de la volonté politique. S'il y a de la volonté politique pour que nous allons à ces élections. Mais lorsque nous faisons la symbiose de tous les indicateurs, notamment au niveau technique, au niveau politique et au niveau de l'Assemblée nationale, notamment du budget, tout porte à croire que ces élections, les Congolais vont les avoir en 2023 et que toutes les manœuvres que nous voyons ici, les agitations politiciennes, puisque j'apprends qu'il y aura une marche de la Mouka les 15 ici pour récuser Denis Kadima, on voit encore que c'est un prétexte de glissement qui n'a pas son sens. On l'a vu où les catholiques étaient là, ils connaissent la charte des confessions religieuses. Lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir un consensus, eh bien, messieurs, nous avons aux élections et c'est les candidats des 6 autres confessions religieuses qui priment. Donc, ça dit aucun prétexte aujourd'hui ne peut être brandi pour nous dire qu'il n'y aura pas élection. Tout ce que nous pouvons voir, ce n'est que des calculs politiciens, des gens qui sont pour un glissement, alors que les Congolais n'en ont pas besoin. Oui, mais j'aimerais, vous avez dit, vous deux, là, qu'on peut, mais nous connaissons nos politiques, comment ils opèrent. Hein. Ils peuvent vous dire que oui, c'est vrai que, mais voici les contraintes, on a eu Ebola, on a eu Covid, les politiques sont comme ça. Ouais, vous n'intégrez pas cet aspect de nos politiques dans vos analyses. Hein. Oui, non, la dimension culturelle de politique congolaise, ça on peut l'intégrer. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais à l'époque, Mendy avait dit qu'il faut d'abord prioriser les projets de développement des élections. Vous avez vu? Le bonheur, c'est quoi? C'est que, vous voyez, dans le contexte actuel, les élections est devenu un élément essentiel, un facteur essentiel. C'est même un bilan pour les chefs d'État en fonction. Je crois que je peux le dire. Oui. C'est-à-dire, vous ne l'organisez pas. Le fait que lui qui vient d'une lutte, quelqu'un qui est arrivé dans le souci justement de corriger ses velléités, ses intentions de Congolais, de vouloir souvent aller au-delà de textes, je crois que les gens ont un double regard sur lui. Et je crois que le chef de l'État en a... Mais est-ce que déjà avec les premiers éléments, est-ce que... Non, je vous prends au mot. Est-ce que vous dites que c'est quelqu'un qui vient de loin, il vient d'une lutte, il a la volonté de changer. Mais si je vous donne les premiers éléments,
est-ce qu'il avait la volonté de changer ces mauvais systèmes de la composition du bureau de la CENI qu'il a décrié hier et qu'il a utilisé aujourd'hui? Le problème, c'est que, en quoi Félix Tshisekedi a manifesté la volonté de ne pas avoir un bureau convenable. Non, mais c'est lui le patron de la majorité, non? Oui, mais il est sacré, c'est lui. Je comprends. Je comprends. Il est le patron de la majorité. Oui. Mais quand on parle de cette majorité, définissons les choses clairement. À ce stade-là, à quel niveau se situe le problème? Les gens ont estimé autrefois, c'est une question de doctrine ici, les gens estimaient autrefois que non, pour les raisons de dépolitisation de la CENI, ce qui est un mythe, ce qui ne peut jamais arriver parce que le processus électoral est un mécanisme politique. Il faut dépolitiser la CENI en diminuant le nombre de politiques au niveau de la commission. Non, pas en diminuant. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que la CENI soit comme un butin de guerre de ceux qui ont entre guillemets gagné les élections. Que ça soit une représentativité paritaire. Est-ce que cette question-là, est-ce que dans la nouvelle loi, on a répondu à cette question oui ou non? Oui. On a rééquilibré le nombre. 5-5-5. Ah bon, mais vous ne savez pas qu'il y a un quota de l'union sacrée qui est plus important que le quota de l'opposition qui est le PPRD. Je ne pense pas. Non, c'est ça. Je ne pense pas. Laisse-moi vous le dire. Il y a les téléspectateurs qui nous suivent. Exactement, les téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Laisse-moi vous expliquer. Autrefois, la différence était laquelle? C'est que la majorité avait plus de 50% de marge que l'opposition. On a réduit la marge à 25 ou à 30%. Ah bon, donc... exactement. On a réduit la marge. C'est à la différence de quoi? 6, 4 à l'opposition, la différence de deux personnes. Donc on a reculé ou bien on a légèrement avancé selon certains, mais on a aussi avancé selon d'autres. Serge, je vais vous accorder la parole. C'est la loi de la majorité. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ce que nous vous allez nous dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, puisque la majorité a une voix qui prime, c'est une dictature. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Tout en état, on est... D'où Jésus. Nous disons la même chose avec vous. C'est ce que je dis. Non, en des termes de... Nous acceptons aujourd'hui le débat avec toi. Non, je suis en train d'éclairer. Je pose la question. Aujourd'hui, vous avez avancé. Donc aujourd'hui, parce que l'UDPS est au pouvoir, nous acceptons que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. C'est que l'UDPS et toutes les autres forces n'ont pas accepté hier quand ils étaient dans l'opposition et que le PPRD était majoritaire. Je vous demande pas de réagir. Vous l'acceptez? Serge, ne réagissez pas par émotion comme Tony Mwaba. Je vois les velléités de Tony Mwaba là-bas en toi. Apaise un peu les émotions. Ici, il est question... Vous avez été 30. Oui, d'abord nous sommes allés sur une base. La base, c'est que on a dit que la CENI était politisée. D'abord, je rappelle que, comme Diana vient de le dire, la CENI, elle est politisée. Et elle a toujours été politisée. Ils sont partis d'un quota de 5-5-5. Nous sommes allés. Et au niveau de l'Assemblée de l'Union sacrée est majoritaire sur la composition des bureaux. Il a largement expliqué. Cela ne veut pas dire que Tshisekedi marchait sur la plate-bande de ceux qui existaient déjà. Mais c'est que nous sommes en train d'obéir à un principe de démocratie. Merci et donc, beaucoup. il ne faudrait pas présenter cet aspect des choses comme étant une dictature ou une manigance pour violer ou bien pour tripatouiller les élections en 2023. Ça, ce sont des choses qu'on doit expliquer de manière pédagogique à ceux qui nous suivent. D'où Jésus Bélédou, grand débatteur devant l'éternel. Vous avez regardé d'où Jésus est? Ah non, il est extraordinaire. Merci à Dou et merci à Maître David Diana. À vous, chers téléspectateurs d'avoir sauvé Tony Mwaba. On peut glisser Tony Mwaba. Justement, parlant de Tony Mwaba. Excusez-nous pour la question de l'intimité de ces enfants. Pour leur protection, ce sont des mineurs. On parle de 3e année secondaire et de 4e année. Nous n'allons pas faire comme ces enseignants ont fait, comme Tony Mwaba l'a fait. Nous allons garder secret les noms. Nous n'allons pas dévoiler les identités de ces enfants, moins encore faire la mauvaise propagande de l'école où ces enfants-là étudiaient. Mais la sanction est tombée, elle est administrative, d'où Jésus Bélédou. D'abord l'exclusion, ce qui est normal. Moi aussi j'ai étudié à une époque dans une école catholique. On a eu des altercations avec des amis, on nous avait exclus définitivement, et puis je suis allé terminer mes études ailleurs, c'est normal. Mais aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a la clameur publique par rapport à l'acte que les enfants ont commis, et le ministre est allé pour dire ça ne va pas se limiter là, il attend saisir la justice. Il a déjà annoncé que ces enfants ne peuvent plus étudier au Congo. Et le débat divise la société. Quel est votre point de vue? Je commencerai d'emblée par condamner, étant parent, les actes qu'ont posés ces enfants. Ce sont des actes immoraux.
intolérable dans une société moderne, surtout que nous sommes parents, on voit des enfants de 13, 14 ans. Non, ce ne sont plus des enfants. Oui, certains qui... Ils deviennent nos collègues parents. Non, ce sont des enfants. Non, ce sont nos collègues. Ça reste enfant, Serge Kabongo. reste Il faut enfant. condamner ces pratiques. Le problème est systémique, quand même, le dire Diana. C'est-à-dire, c'est le système qu'on a produit aujourd'hui. J'étais directeur de programme à Congo il y a 5 ans. Un jour, je suis interpellé par... comment il s'appelle, Eddie Kelokelo. Je crois qu'il est inspecteur à la Didi Kelokelo. Oui. Je vois, j'arrive, on me dit, monsieur, vous avez diffusé le clip de Robin Mundibou. Tiaboué. J'ai dit, ok, montrez-moi la preuve. Ils prennent une photo. Ils me brandissent la preuve. On a pris la photo. Congo, c'est ça, non? Ouais, vous avez diffusé Robin. Ok. Que faut-il? Non, on vous retient ici, mais vous devez payer des pénalités. Combien? On me dit, il faut payer 500 000 nouveaux Zaïre. Parce que la loi, elle est obsolète jusqu'aujourd'hui, on paie un nouveau Zaïre. Et puis on fait des tractations, on échange, bon, ok, on va voir le directeur Didi Kelokelo. J'entre voir le directeur Didi Kelokelo. Pendant qu'on échange avec lui, dans son bureau, il avait Canal+. Trace TV met le clip de R. Kelly. Fiesta. Un clip obscène 1000 fois grave que le clip de Robin Mundibou. Les femmes nues, tout ça et tout. Dénudées. Je dis, vous voyez ce que nos enfants consomment chaque jour. Est-ce que vous avez appelé les responsables de Canal+ une fois ici? J'aimerais les rencontrer ici. Autant que nous payons les pénalités en tant que directeur de programme de chaînes locales, autant que vous devez appeler ces chaînes-là. Donc aujourd'hui, on ne sait plus contrôler les contenus des médias. Je me pose la question, qu'est-ce que fait le CESAC? Le CESAC caresse dans le sens du poil ces médias, ces programmes internationaux, mais rançonne les directeurs des programmes de chaînes de télévision. C'est la réalité. Il ne faut pas jeter de l'opprobre sur non, nos je vous parle de choses que j'ai vécues. Je ne parle pas de choses qu'on m'a racontées. Je vous parle de choses que j'ai vécues. J'aimerais bien voir tous ces contenus. Aujourd'hui, Serge, avant d'aborder la question, je vais aborder la question. Ouais. Je chute par là. Avant d'aborder la question, qu'est-ce que nos enfants consomment pendant que nous sommes à la télévision ici? Novelas. Qu'est-ce que nos enfants consomment? Amour, et ces scènes-là, ils sont en vacances, nos enfants. C'est un secret de polichinelle. Nos femmes brûlent la nourriture dans la cuisine, mais regardent ça avec nos enfants à la maison, et laissent ça qui ne fait rien sur un système puissant. Ça, c'est un problème. Mais il y a des codes parents, non? Au moins pour eux, il y a des codes parents. Au-delà même des codes parents, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans les internats, qui sont, etc., qui suivent ces genres de choses. Qui ont des téléphones. Je vais revenir à ce que, donc ça dit, le problème étant systémique. Je reviens maintenant à nos enfants. Je condamne ces pratiques, surtout pas à l'école, mais je me pose la question sur Tony Mwamba, effectivement. Vous savez, Tony Mwamba me rappelle une phrase. La critique est aisée, l'art est difficile. Tony Mwamba, étant député national, il a critiqué sévèrement Willy Bakounga. Attention, c'est un enseignant, il enseigne le droit à l'université. Exactement, mais la première ce qu'il prend comme décision continue à nous laisser perplexes. Après cette histoire des 16 millions Veridos, on attendait les listes à envoyer au ministère pour un décaissement de 16 millions. Jusque-là, les listes des bénéficiaires comme intervenants, on n'y voit pas. On nous dit aujourd'hui qu'on refuse les circuits bancaires parce que c'est un système qui a été... Les enfants, mais en même temps, aujourd'hui, on exclut définitivement les enfants dans le système scolaire de la RDC. C'est grave, il existe un tribunal pour enfants. Tony Mwamba étant juriste, peut-il nous dire quel est le soubassement légal qui lui donne, lui, en tant que ministre, la compétence d'exclure définitivement un enfant qui a commis une faute pornographique, soit-elle. Et donc, aujourd'hui, moi, je me pose la question, je réponds directement que je crois que le Tony Mwamba est dans l'émotion, comme je vous disais tout à l'heure là. On ne peut pas exclure les enfants. Il existe ce qu'on appelle le tribunal pour enfants. Si un enfant, Serge Kabongo, a commis une faute, il sera jugé là-bas. Ce ne sont pas des délits, hein. Ce sont des manquements. Hein. Voilà, des manquements. Et il sera sanctionné en fonction de cela. Encore faut-il déterminer. Ces enfants qui ont fait ces actes-là, délibérément ont-ils pris les images, l'ont-ils publié pour montrer aux gens que voilà ce que nous savons faire, ou il y a eu des gens par mauvaise foi qui l'ont fait, qui les ont poussés en erreur et qui ont publié ça. Et tout ça doit être déterminé au niveau du tribunal pour enfants. Pas au niveau de Tony Mwamba. Et en plus, je termine par là. C'est vrai, on condamne les actes. Mais lorsque vous prenez une jeune fille qui est en 3e littéraire, vous citez son nom publiquement. Ah oui. Vous dites, c'est mademoiselle telle. Mais cet enfant-là peut se suicider. Ah oui. On a connu dans ce pays des artistes et musiciens.
des artistes et musiciens qui ont délibérément, ils se sont filmés délibérément, qui ont publié délibérément pour régler des comptes aux gens, etc. Mais le nom de la dame, jusqu'aujourd'hui, ça reste méconnu. Qui connaît le nom de la dame qui était en débat sexuel avec un artiste et musicien célèbre tout récemment? Merci beaucoup. On n'en a pas parlé, même ni au niveau de la télé, mais pourquoi on livre les enfants gratuitement? Pourtant, les enfants, même au niveau pénal et au niveau de juridiction, on dit que ce sont enfants, peut-être des fois ils ont connu avec inconscience, etc. Et donc, pas de délit. Il y a des points de mesure, le ministre doit se ressaisir un peu. Il doit regarder autour de lui tout ce qu'il fait. Il doit oublier d'abord les flatteurs qui sont autour de lui, qui se regardent, qui se remettent en cause. On ne peut pas exclure les enfants, c'est en violation de la Convention internationale des droits de l'enfant, comme prôné par l'UNICEF. C'est même contraire à la Constitution. On parle de l'article 43. Oui, vous avez 2 minutes parce que la réalisation dans mes 2 minutes, je veux commencer par dire directement, c'est qu'il est vrai, Tony Mwaba réagit un peu comme ces parents-là fâchés qui prend des décisions émotionnellement et à la va-vite. Mais la vérité, c'est qu'aucune disposition, surtout pour un homme de droit, ne lui permet de pouvoir décider. C'est un enseignant de droit, attention. Un enseignant de droit, je sais. Mais cette constitution, les meneurs en touche. Cette constitution ne lui permet pas d'aller dans ce sens-là. Mais aussi, c'est pas dans le devoir de l'État que lui représente de pouvoir exclure. L'État a l'obligation de corriger. Parce que même quand on va, le centre Maka, là, les gens ne le savent pas. C'est un centre de rééducation parce que l'objectif, c'est à la fin des comptes, renvoyer à la société des citoyens convertis. Des rebelles qui ont tué, violé et autres, quand ils vont dans le processus DDR, c'est pour le renvoyer dans la société. C'est ça le devoir de l'État. On ne peut pas, pour ces raisons-là, exclure définitivement. Mais s'il y a décision, on peut faire recours gracieux devant l'autorité ou comme dans les 30 jours, attaquer la décision au Conseil d'État. Peut-être, mais je crois qu'à ce stade ici, puisqu'on est encore au niveau administratif, le principe de l'acte contraire, lui qui a pris cet acte-là, il peut revoir et prendre une autre décision définitive. Mais permets-moi, Serge, cette fois, je ne vais pas parler à l'enseignant. L'histoire de l'enfant, les gens ont déjà parlé, d'où Jésus a parlé, mais je parle aux parents. Aujourd'hui, le grand problème, pourquoi on est étonné de ce qui arrive? Le sextape est devenu un phénomène. Combien de fois avons-nous haussé les tons? Quelle a été la responsabilité de la société vis-à-vis de les autorités? Les parents, le ministre, les autorités et autres qui ont fait ça. Malheureusement, qu'est-ce que le regard qu'on avait jeté? Aujourd'hui, quand nous on grandissait, l'Internet au départ, les sites X n'entraient pas, les téléphonies mobiles... Même pour regarder la série de Nabeja, on nous chassait du salon. Même les novelas, on dit, si vous n'avez moins de 16 ans, ce programme ne vous est pas concerné. Aujourd'hui, avec même d'inégal, les enfants accèdent à l'Internet. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'est l'évolution du monde. Nous sommes dans la mondiale. Il faut qu'on intègre le cours d'éducation sexuelle dans le système d'enseignement primaire des enfants. Parce qu'on veut en faire un tabou. Et ce qui est tabou, c'est ce que les enfants cherchent à faire et à voir et à donner. Malheureusement, ils les apprennent dans la rue. Et quand ils apprennent dans la rue, ils les apprennent très mal et ils les pratiquent très mal. Très bien. Ces enfants-là, on va renvoyer l'antenne. Merci beaucoup. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer un enfant de 13 ans, 14 ans faire des débats sexuels avec 2 hommes et mimer comme les acteurs professionnels XX. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir été de notre cette émission. Nous l'avons appris ça nous-mêmes. Dans des conditions très difficiles, on a commencé avec un grand retard. Merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus. J'aimerais vous rappeler que les agents de la DGM de la ville de Zongo, ça devient comme un fardeau, monsieur le président de la République. Dégagez-moi ce fardeau. Ce sont mes frères, ils m'appellent, ils disent qu'ils n'ont pas de députés pour parler. 3 mois d'impaiement, ils préparent la rentrée scolaire. Maintenant, ils commencent à m'appeler. Toi qui parles là-bas, les gens vous écoutent. Tu ne peux pas plaider pour nous, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce sont vos agents de la deuxième zone. 3 mois, ils sont 45. Tous les autres sont payés. Maintenant, ils commencent à m'appeler chaque jour, ça devient un fardeau. Monsieur Asselo, dégagez-moi ce fardeau, demandez à monsieur le DG là, il s'appelle comment? Kachouatali, de suivre ce dossier, comme ça on paye ses agents. Je dois m'occuper de mon épouse et de mes enfants.